Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Oui, puisque à la veille du Noël orthodoxe, le Noël que de nombreux Russes, de nombreux Slaves en général, vont fêter demain, eh bien, nous parlons de ce dialogue entre la France et la Russie, ce dialogue franco-russe qui est aussi le nom d'une association qui se présente comme un instrument de communication entre les milieux politiques, économiques, culturels, mais aussi géostratégiques, les sociétés civiles de France et de Russie. Alors, ce dialogue organise des conférences, notamment, il reçoit des invités prestigieux tels que Patrick Buisson, l'ancien conseiller politique, Sylvain Tesson, grand voyageur amateur du grand espace russe que nous avons également reçu. Alors, nous sommes pour en parler avec Irina Dubois qui est en charge du dialogue franco-russe. Bonjour Irina Dubois. Bonjour Clémence, bonjour Jean-Louis, je suis très contente d'être là avec vous si tôt. Et nous également. Alors, pour commencer, peut-être pour que les choses soient bien claires pour nos auditeurs, peut-être nous dire quelle est la différence entre cette association, ce dialogue franco-russe et une ambassade. Il n'y a pas de lien. Tout à fait. Donc, nous sommes une association en 1901, enregistrée en France depuis 2004, qui a été fondée en 2004 par, effectivement, là-dessus, une petite touche officielle par deux présidents, Jacques Chirac et Vladimir Poutine, justement dans le sens de construire ce pont, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'association. Peut-être là, maintenant, on trouve beaucoup différentes sociétés, associations qui œuvrent pour consolider les liens entre la Russie et la France, mais une association comme la nôtre, c'est une société unique en soi, puisque tout d'abord, ce que je tiens à souligner, on n'a jamais cessé l'activité depuis 2 ans. C'est les années les plus dures pour tout ce qui est Covid, situation sanitaire, confinement, etc. On n'a jamais cessé à l'activité par rapport à peut-être d'autres associations qui existent. Et pour répondre à votre question, l'ambassade, c'est une institution officielle. Nous, c'est une institution non officielle, c'est-à-dire que je peux inviter qui je veux, quand je veux. Si je veux créer un débat, je le crée. Si je veux pas, je fais une soirée culturelle. Si demain, je veux avoir... par exemple, j'ai essayé une fois provoquer Bernard Lévy pour qu'il vienne et parle avec nous directement avec un vis-à-vis russe. Je suis pour, justement, puisque je pense pour avancer, il faut créer un vrai débat. Ce qui est impossible, en fait. Ça, c'est ce que je le répète peut-être parce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est la tendance... peut-être de tout le monde, de s'enfermer. Non, c'est la tendance de tous les médias, de toute la presse, et c'est même peut-être pas une reproche, c'est le constat. On aime être entre nous. On est tous d'accord, c'est facile, c'est sympa. Mais j'aimerais bien créer quelque chose pour vraiment pouvoir faire inviter des vraiment différents bords. Voilà. Alors, justement, Irina, puisque vous abordez ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous avez invité, qui vous comptez inviter, un petit peu, quelle est votre programmation pour l'année 2022 et quelles ont été puisque les audiences les plus importantes pour vous? Moi-même, donc j'ai commencé l'activité telle qu'elle maintenant en 2017, mais ça fait 10 ans que je suis au dialogue. Quand j'ai commencé à programmer en 2017, c'était un petit peu compliqué parce que d'un côté, tu veux inviter une personnalité pour faire une audience. Et évidemment, c'est pas comparable parce que je suis pas en plateau télé, je suis pas une radio comme vous ou comme les autres. Oui, mais vous avez quand même une vision sur YouTube. Oui, bien sûr. Et là, justement, on a commencé à développer la chaîne, on a commencé à développer l'audience. Et là, j'ai compris qu'il faut des personnalités, tout simplement. Cette année, on a eu donc Patrick Buisson, puisque Clémence l'a dit. On a eu Emmanuel Todd, qui, chaque fois, c'est la deuxième fois qu'il développe toujours des sujets très intéressants en lien avec la Russie, qui, pour le rapprochement avec la Russie, ce qui est très, très bien pour votre gauche. On a eu également... En fait, Sylvain Tesson, on ne l'a pas encore eu, mais c'est peut-être l'occasion de l'inviter, effectivement, ici, puisqu'on a essayé, mais c'est un projet, oui. C'est un agenda super compliqué, chargé, voilà, c'est évident. J'ai également... Qu'est-ce qu'on a fait cette année? Oui, donc, par exemple, je vais en profiter à annoncer la conférence de la semaine prochaine, le 13. C'est un sujet assez, je pense, d'actualité toujours. C'est le droit extraterritorial du droit américain.
Donc Frédéric Perucci, ancien cadre Alstom, auteur du livre à piège, peut-être film bientôt, Piège américain, qui parle de son emprisonnement aux États-Unis, tout simplement, et président de la chambre franco-russe, de commerce franco-russe, qui se trouve à Paris, mais qui est normalement basée à Moscou. C'est vraiment une occasion unique pour parler du droit américain, utilisation par les Américains de droit comme arme de guerre économique. Voilà, on commence l'année... Ça, c'est très important parce qu'effectivement, le droit américain est un droit impérial, c'est-à-dire que la planète est un empire, c'est l'empire américain, et donc les Américains se réservent la possibilité de bâillonner ou emprisonner qui ils souhaitent et quand ils le veulent. D'ailleurs, vous avez aussi fait à ce sujet, vous avez invité 2 personnes pour parler de l'affaire Assange. Ah bah effectivement, c'était une occasion puisque les députés français se sont adressés à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines pour demander au président français d'accorder le droit d'asile en France pour Julian Assange. D'ailleurs, je ne sais pas du tout où sommes-nous là en ce moment, puisque je pense que ça a été, je ne sais pas si Clémence... C'est en appel. C'est un appel, voilà. Mais et donc, justement, 2 invités, regardez notre chaîne YouTube, c'était très intéressant. François Corbert, qui est président de l'association Rebande des lois, qui s'occupe de la défense de Julian Assange en France, à côté de son père, John Shipton, qui était d'ailleurs à Paris il y a quelques semaines. Malheureusement, on n'a pas réussi à le voir au dialogue, mais parce qu'il était quand même occupé ailleurs. Et ancien cadre des GSE Alain Anjouy. C'était très intéressant comme débat ouvert. Parler de tout, des services, comment ça fonctionne, peut-être d'une manière un peu diplomatique, mais c'est ça l'idée, de parler de tout. Oui. Et pour répondre à votre question, le sujet le plus populaire cette année, c'était le sujet autour du Sputnik V, du vaccin russe qui n'a pas été accepté en Russie. Mais à l'époque, c'était que le début... En Europe, vous voulez dire? En Europe, oui, voilà. En Europe, oui. Donc au début, c'était juste le début de cette histoire. Là, ça va faire 1 an, rien n'a changé. Alors, oui, peut-être parlez-nous de Sputnik. Oui, sur cette question de Sputnik, du vaccin russe, peut-être rappeler seulement cette phrase très forte de la responsable de l'Agence européenne des médicaments qui avait exprimé en mars 2021 que autoriser Sputnik reviendrait à jouer à la roulette russe. Oui, exact. Non, mais on voit le mépris tout de même. C'est le mépris quand même de millions de personnes qui peuvent pas voyager, peuvent pas se déplacer. C'est-à-dire ils peuvent techniquement, sauf que quand ils arrivent ici, d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça se passe. Cet été, je suis allée en Russie, je suis arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle. Je n'étais pas vaccinée, d'ailleurs ni à Sputnik, parce que tout simplement, comme je travaille en France, je savais très bien que comme le vaccin n'est pas accepté, je pourrais pas. D'ailleurs, c'est déjà très dangereux de faire plusieurs vaccins, j'imagine. Et après, faire le vaccin pour faire le pass, ça va pas. Et donc, du coup, je suis restée 10 jours en quarantaine. Il y avait toute une procédure pour les non-vaccinés et pour vacciner Sputnik. C'est-à-dire, c'est la même chose pour l'Europe. Donc, le Sputnik n'est pas même considéré comme vaccin. Et ça, c'est scandaleux puisque pour moi, c'est une discrimination, forme de discrimination sûrement. Alors, il y a une étude en plus hongroise qui a comparé 5 vaccins anti-Covid, dont le Sputnik, et qui a bien, considéré que le Sputnik était le meilleur. Et maintenant, on a aussi beaucoup d'autres études qui montrent que Sputnik est sûrement plus efficace que Pfizer. Donc, on voit vraiment que derrière, il y a évidemment des enjeux économiques, politiques et économiques derrière. Et puis, ce mépris toujours vis-à-vis de la Russie. Une question que je voulais vous poser, parce que vous parliez des débats culturels, et on voit aussi qu'il y a aussi beaucoup en ce moment d'actualité culturelle en France, l'exposition Répine, Morozov, et en Russie pour la France, le général Gudin qui est célébré en grande pompe. Est-ce que ce qui est marrant, c'est que on voit clairement qu'il y a des tensions politiques très fortes entre les pays, entre ces 2 pays notamment, entre l'Europe et la Russie, entre les États-Unis et la Russie, ce qui n'empêche pas la célébration, l'amitié culturelle. C'est intéressant.
Bah exactement, j'ai été aussi étonnée étonnée et pas étonnée parce que la culture reste le pont universel. On peut pas nier la culture qui unit à la France et la Russie. Effectivement, vous avez bien dit, il y a de très belles expositions en ce moment. Je vous invite à y aller. Ripin, le peintre russe, qui est méconnu en fait en France. Morozov, c'est peut-être une autre question parce que derrière le groupe LVMH, qui quand même aussi reste un petit peu fait la promotion de la culture russe via différentes expositions qu'ils organisent. Justement, à l'inauguration de cette exposition, Morozov, c'est le président français qui a dit, qui a affirmé la détermination de la France à renforcer ses relations en dépit des turpitudes du temps présent. Donc, il a quand même souligné que les liens restent importants. Bon, peut-être, mais on peut pas discuter. On ne peut pas continuer le dialogue juste avec la culture, il faut continuer dans tous les domaines. Mais si la culture reste et nous unit, bon. Oui, alors, effectivement. J'ai l'impression que la culture est une façon pour le président de la République de faire, comme d'habitude, du en même temps. C'est-à-dire que Emmanuel Macron inaugure cette exposition Morozov, co-signe l'album de l'exposition avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui écrit des événements aussi significatifs dans le domaine de la culture, rapprochant symboliquement la Russie et la France, conforte la traditionnelle relation spéciale entre nos pays et contribue à la poursuite du développement des liens culturels bilatéraux. Donc nous avons dans le domaine culturel effectivement des expositions croisées à la fois à Paris et à Moscou qui rappellent cette relation bien ancienne, qui a 10 siècles. Je parle qui remonte à Anne de Kiev, en passant par la grande Catherine de Russie, Pierre Alexandre le Grand, III. voilà, et tous les écrivains que nous connaissons, que nous apprécions en France du 19e, de Tolstoï, de Dostoïevski, et inversement, les Russes étant de grands connaisseurs de la littérature française. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons une relation spéciale au niveau culturel, mais au niveau politique, tout ce que la France fait est totalement sous tutelle américaine. Mais c'est surtout aussi au niveau de l'image. Parce que vous parlez de Dostoïevski et Tolstoï, ok, on descend dans la rue, là tout à l'heure, bon, il est en lycée juste en face. On va demander est-ce que vous avez lu Dostoïevski, je ne pense pas. Bon, après, peut-être même pas tous les lycéens puissent répondre à cette question. Mais ce qui est déplorable, c'est l'image de la Russie à l'Occident et en France en l'occurrence. Vous savez, la question très très sensible pour les Russes, la Seconde Guerre mondiale. Les sondages qui ont été faits en 1955, 1945, après 20 ans plus tard, et maintenant. Où la question qui a été posée était la question très facile. Qui a contribué le plus à la défaite de l'Allemagne nazie? Et au début, donc dans les années 80 et avant, évidemment, c'était écrit que c'était l'Union soviétique. Là, les derniers sondages montrent que c'était les États-Unis et l'Angleterre. Pourtant, c'est l'histoire, ce sont les faits historiques. Oui, ça c'est toute la force de la soft power américaine ou occidentale en général, c'est-à-dire que c'est une réécriture de l'histoire au profit toujours des États-Unis. Et quand je voulais parler de la relation entre Moscou et Paris, est totalement parasitée et perturbée par deux alliances, enfin notre double appartenance, un à l'Union européenne et deux à l'OTAN, ou un à l'OTAN et deux à l'Union européenne. C'est-à-dire que l'OTAN, il faut bien voir que pour Moscou, l'OTAN, et mettons-nous à la place des Russes, l'OTAN est aux frontières, menace l'étranger proche, je parle des pays baltes, de la Pologne ou autres, et on ne comprend pas que la Russie souhaite se défendre. Quand on parle notamment de l'affaire ukrainienne actuellement, le Donbass, oui, parce que l'Ukraine fait des pieds et des mains pour adhérer à l'OTAN et pour se ranger sous la bannière américaine, et ce serait véritablement faire fi de la sécurité de la Russie.
Justement, Vladimir Poutine s'est adressé récemment aux Américains et déjà, donc, il a dénoncé des promesses en l'air de l'OTAN puisqu'il veut les garanties juridiques. Il pense que les Américains ne donnent pas assez de garanties pour maintenir la sécurité aux frontières russes. Et là-dessus, je ne sais pas ce qu'on peut insinuer au président russe, vu qu'effectivement, ce n'est pas la Russie qui bouge ses frontières, c'est l'OTAN qui s'approche de la Russie. Bien sûr, bien sûr. Et moi, en tant que Russe, et même si j'étais toute française, je trouve ça complètement légitime. Ce qui est de toute façon ce qu'il a prononcé récemment au Conseil de la Défense en décembre l'année passée. Ouais. Moi, je conseille à quiconque s'intéresse à la géopolitique de s'intéresser à la cartographie. C'est-à-dire que si on regarde une carte et si on se met à la place d'un dirigeant russe, on voit très bien qu'il y a un encerclement de la Russie. Pour peut-être, évidemment, nous ne sommes plus dans une phase de conquête, mais en tout cas de neutralisation de la puissance russe. C'est-à-dire que ne pourrait s'exprimer à la surface de la Terre, finalement, qu'une seule puissance, l'hyperpuissance américaine. Et les Chinois et les Russes n'auraient pas leur mot à dire. Par ailleurs, je voudrais justement rebondir sur cette notion de soft power américain vis-à-vis de la Russie. Il y a une autre notion à rajouter, puisque la Russie n'est quand même pas un père taureau de l'année en termes de soft power, d'influence, comme on dit en français. Est-ce que on comprend pas finalement? On voit bien que en France, par exemple, il y a des alliances françaises partout en Russie, que en France aujourd'hui, le russe pourtant est complètement dévalorisé dans les écoles, à l'éducation nationale. Vous parliez de Dostoïevski. En effet, on ne l'enseigne plus, mais il n'y a plus de cours de russe. Les heures de russe diminuent chaque année à l'éducation nationale. En faveur de quoi? En faveur du chinois et de l'arabe et évidemment de l'anglais. Bon, ça, c'est évident. Alors, pourquoi la Russie aussi se laisse faire? Où est le rôle de l'influence russe et du soft power russe? Déjà, pour parler de l'éducation en général, effectivement, c'est pas que le russe, mais également c'est le problème avec le latin et le grec. C'est déjà ça. Et on est en France. C'est quand même les racines. Oui, ça a commencé comme ça, effectivement. La fin des humanités. Et pour moi, de toute façon, le pays qui ne respecte pas ses racines n'a pas de futur. Et là-dessus, je pense que c'est... ça, c'est si vous voulez, problématique franco-française, et ce n'est pas du tout mon domaine de ma compétence, puisque je suis russe, mais je suis en France aussi. J'ai mes enfants qui sont franco-russes. Vos enfants sont scolarisés en France. Et ils sont scolarisés en France. Effectivement, cette question-là, et ce n'est pas juste parce que je suis russe, mais parce que mes enfants sont là, ils sont franco-russes. Ce pays, pour moi, est très, très important. Je l'aime. Et j'ai pas honte de le dire, je suis russe, je suis patriote, mais j'aime la France qui est mon deuxième pays. Et effectivement, là-dessus, par rapport au soft power russe, effectivement, je ne pense pas... De toute façon, le soft power américain, il est partout, sauf qu'on ne le dénonce pas, parce que c'est normal. Dès qu'il y a donc une chaîne russe, RT France, mais c'est une chaîne internationale, tout de suite, il y a des questions. Si vous regardez sur Twitter, maintenant, c'est écrit, voilà, ça appartient à l'État russe. Mais je ne sais pas, TF1, comment fonctionnent d'autres chaînes françaises, ils appartiennent à qui? Ou à BBC, etc. Pourquoi les autres ont le droit d'exercer... ça, c'est déjà le domaine de la liberté d'expression. Et par exemple, la chaîne russe, c'est tout de suite une chaîne de propagande. Regardez bien, pourtant, moi, je ne suis pas fan de RT France, par exemple, à titre personnel. Mais c'est une chaîne internationale comme les autres, tout simplement. Il n'y a pas de propagande russe derrière. Mais par contre, ce que effectivement vous avez dit, Clémence, Alliance française c'est partout. Oui, je pense qu'il n'y a pas peut-être suffisamment de ce qu'on appelle maison russe. Il y en a, vous savez, j'ai envie, justement, je vais en profiter. Il y a une maison russe, c'est comme Alliance française en quelque sorte, où on apprend le russe, mais pas seulement. C'est un organisme qui fait la promotion de la science et des liens culturels, justement, puisque il y a quand même de différentes étapes. Nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de géopolitique, politique et culture, mais il y a aussi la science, il y a aussi donc les liens entre les étudiants, les sociétés civiques qu'il faut développer. Effectivement, il faut développer. Mais s'il y a une machine derrière, à la télé, si tu ouvres, je ne sais pas quelle chaîne, et on te dit, mais le russe, c'est ton grand méchant,
ils empoisonnent, ils vous attendent, etc. Regardez les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Eh ben, ce que vous faites à votre niveau, c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire essayer au niveau intellectuel et politique de rapprocher nos deux pays pour contrer effectivement ce qu'on appelle la soft power, c'est-à-dire pour moi de la propagande américaine à laquelle... Ça n'existe pas, la propagande américaine, c'est que la propagande russe. Bien sûr, effectivement. Et on le voit d'ailleurs c'était très intéressant dans le cinéma, le rôle des good guys, bad guys chez les Américains, c'est très marrant, que ce soit dans James Bond, dans Batman ou ailleurs. De toute façon, les méchants sont toujours les Russes aujourd'hui. En parlant du cinéma, et pour ceux qui ne connaissent pas notre bureau des Champs-Élysées, notre salle de conférence se trouve donc au cœur de Paris. Il y a 5 ans ou 6 ans, il y avait des publicités partout dans les rues des Champs-Élysées qui faisaient la promotion du film norvégien qui s'appelle Occupied. Il s'agissait de qui? Des Russes qui voulaient occuper la Norvège. Oui, c'était de la politique fiction, effectivement. Oui. Ouais. Mais quand même, donc on parle toujours. Et on parle de l'actualité. Il fut un temps où, après-guerre, les méchants étaient les Allemands. Ils avaient un accent allemand, c'était grossier, etc. On le voit dans OSS 117 notamment. Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est les Russes. C'est systématiquement le méchant. Mais aujourd'hui, c'est la vision binaire et manichéenne. C'est quand même des années. Si vous vous souvenez, je sais pas, les années 90, quand c'était le collapse, c'était le chute du mur. La liberté, les Russes, on peut fou, avec cette exubérance, effectivement, l'âme russe a été célébrée un peu partout. Là, maintenant, les Russes, c'était méchant, il est renfermé, les conservateurs, il faut se méfier. Pourquoi? Parce qu'ils gardent une autre alternative, notre avis, une autre opinion sur le monde. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Irina Dubois, pardon. Ira aussi, c'est très bien. Du dialogue. Merci Clémence. Merci Clémence. On aura bien compris que nous, en tout cas, on est là pour l'entamer, ce dialogue, et même le débattre et continuer. Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.